Pauline Bourgeois, je suis neuropsychologue, je travaille avec le docteur Tron sur le syndrome d'Ondine. Et donc, je vais vous parler du profil cognitif de ces patients. Donc, pour rappel, le syndrome d'Ondine est une atteinte du contrôle central de la respiration dans le cadre d'une dysautonomie globale. Cette atteinte, elle est associée à une mutation du gène FOXP2 dans la plupart des cas, avec le plus souvent une expansion d'analyne dans l'exon 3 de longueur variable. Donc, le plus souvent, cette pathologie, elle est à révélation néonatale, mais certains patients sont diagnostiqués au cours de l'enfance ou même à l'âge adulte. Donc cette pathologie nécessite la mise en place d'un support ventilatoire dans la plupart des cas, par trachéotomie ou par masque. Donc la cognition reste un enjeu majeur dans la prise en charge de ces patients. En ce qui concerne la littérature, on a encore très peu d'études dans ce domaine. Le peu d'études que nous avons contiennent de petits échantillons avec de larges écarts d'âge. Toutefois, elles sont concordantes et trouvent un QI dans la moyenne inférieure avec une importante variabilité. L'attente développementale, elle pourrait être précoce, dès l'âge préscolaire. Et puis ces difficultés, elles ont un réel impact en vie quotidienne puisque ce sont des patients qui présentent des difficultés, notamment pour la communication et les interactions sociales. De plus, 75% des patients bénéficient de rééducation. 60% sont scolarisés en milieu ordinaire, mais bénéficient pour certains d'entre eux d'aménagement. Et puis 40% d'entre eux sont orientés en classe spécialisée. La qualité de vie de ces enfants, elle est préservée, mais il y a un impact qui est rapporté sur la famille, notamment sur les parents. Donc plusieurs facteurs pourraient avoir un impact sur le profil cognitif de ces patients, notamment le début néonatal de la maladie, la sévérité du tableau clinique, en particulier les hypoxémies répétées, la présence de comorbidités, les hospitalisations successives qui vont avoir un retentissement sur les opportunités d'apprentissage et les anomalies structurelles et fonctionnelles au niveau cérébral. Mais à ce jour, il n'y a pas de relation clairement établie entre le profil cognitif et ces facteurs. Donc, je vais vous présenter un travail que nous avons réalisé cette année sur le CRMR. Donc, notre étude comprenait 34 patients âgés de 4 à 16 ans. Donc, la plupart des patients présentaient une mutation de type PARM. 32 patients avaient présenté un diagnostic en période néonatale. 27 patients présentaient un syndrome d'Ondine isolé. Et 33 patients étaient ventilés en période nocturne. La répartition des patients ventilés par masque et par trachéotomie était à peu près équivalente, avec 16 patients ventilés par masque et 17 patients ventilés par trachéotomie. Donc, nous avons proposé une échelle d'efficience intellectuelle à ces patients qui ont été évalués donc, en ventilation spontanée et air ambiant. Cette évaluation elle a eu lieu en début d'après-midi et les patients qui avaient besoin d'une correction portaient des lunettes. Donc nous avons proposé les échelles de Wechsler qui sont des échelles assez complètes permettant d'évaluer l'efficience intellectuelle. Pour les enfants d'âge préscolaire, nous avons proposé la WEPSI 4 et chez les enfants d'âge scolaire, la WISC 5. Donc ce sont des échelles qui sont composées de 5 indices calculés à partir de sous-tests. Il y a un indice composite, le QI total. Les normes sont calculées en âge et en mois et ce sont des tests qui sont réactualisés régulièrement. En ce qui concerne l'interprétation de ces tests, pour un QI total inférieur à 70, on parle de déficience intellectuelle. Entre 70 et 80, on parle de zones limites ou de zones faibles. Entre 80 et 90, de moyenne faible. Et entre 90 et 110, nous sommes dans la norme. Ici, je vous présente très rapidement le risque 5 et ses différents indices. La WEPSI 4 est relativement similaire. Ce sont seulement quelques sous-tests qui vont changer. Donc l'indice de compréhension verbale qui permet d'évaluer le stock lexical et la catégorisation verbale, l'indice visuospatial qui permet d'évaluer les capacités de visuoconstruction en 3 dimensions et l'imagerie mentale, l'indice de raisonnement fluide qui permet d'évaluer le raisonnement logique et quantitatif, l'indice de mémoire de travail qui permet d'évaluer les capacités de mémoire de travail en modalité visuelle et auditive, et l'indice de vitesse de traitement permettant d'évaluer les capacités en graphomotricité et la discrimination visuelle. Donc, concernant nos résultats, la moitié des patients présentent un QI total normatif. Donc, le QI total moyen était situé dans la moyenne faible
et il y avait les indices de mémoire de travail et de vitesse de traitement apparaissent significativement inférieurs aux autres indices. Il faut savoir que c'est un profil qu'on peut retrouver dans d'autres troubles des apprentissages et que la mémoire de travail et la vitesse de traitement sont liées puisqu'une vitesse de traitement déficitaire va surcharger la mémoire de travail. En revanche, on n'a pas trouvé de lien entre les performances cognitives avec d'autres paramètres comme l'âge, le sexe, la présence de comorbidités comme la maladie de Hirschsprung ou la durée d'hospitalisation. En ce qui concerne le mode de ventilation, donc les patients ventilés par masque obtiennent des scores supérieurs à ceux des patients ventilés par trachéotomie. Et cette différence, elle est significative pour le QI total, l'ICV et l'indice de vitesse de traitement. Et concernant le génotype, on ne constate pas de différence entre le groupe PARM et le non-PARM. En revanche, au sein du groupe PARM, il y a une relation négative entre les indices et la longueur d'expansion polyanalyne. Cette relation elle est significative pour l'indice de raisonnement fluide et la mémoire de travail. Donc, cette étude, elle comporte plusieurs limites. C'était une étude monocentrique avec un petit échantillon et ne contenant pas de groupe contrôle. Les résultats ils sont concordants avec ceux de la littérature et suggèrent une association avec deux paramètres, le génotype et le mode de ventilation. Les résultats font écho à une étude de Jean des collaborateurs qui portait sur des patients trachéotomisés sans pathologie associée et qui observent un retard de langage ou un trouble de langage pour 39% de ces patients. Ces auteurs observent également un effet de la durée de la trachéotomie. Plus la durée de la trachéotomie est longue, plus la prévalence de ces troubles est importante, et un effet de l'âge au moment de la décannulation, avec une décannulation avant l'âge de 15 mois qui permettait de limiter la prévalence de ces troubles. Donc le masque permettrait de préserver la sphère orofaciale et le développement du langage. Donc il y a un réel retentissement des troubles cognitifs en vie quotidienne dans le domaine scolaire, relationnel et celui de l'autonomie. Donc il apparaît important de proposer un suivi neuropsychologique à ces patients pour pouvoir préciser le profil et orienter la prise en charge. Et puis dans le domaine de la recherche, de mener des études multicentriques avec des cohortes plus larges pour pouvoir confirmer ces résultats et aller plus loin. Dans la perspective de notre CRMR, nous avons pour objectif d'investiguer plus précisément certains domaines tels que l'attention et les fonctions exécutives. Et donc dans ce sens, nous avons soumis un projet à la Fondation de maladies rares qui a été accepté. Je vous remercie pour votre attention. Je vais donner la main au Dr Strand. On a commencé à travailler en juin-juillet 2020, après la reprise, après le confinement du printemps, et on a évalué les besoins des familles. Le cahier des compétences a été établi et actuellement on est dans la phase de création des outils de l'ETP. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Qu'on va faire localement avec les parents et avec nos médecins partenaires. La prévision serait de permettre les premiers ateliers à la première journée de patients cette année. On avait retenu une date en février, mais probablement qui va être encore reculée en raison du contexte sanitaire. Donc, l'ETP, le deuxième projet, on en avait parlé l'année dernière, le projet Ondigène. Il s'agit d'une recherche génétique qui est financée par la Fondation Maladies Rares. L'objectif a été de rechercher des variants chez les patients ayant une pathologie du contrôle respiratoire, mais sans mutation de FOXP2B, qui, comme vous savez, est le principal gène impliqué dans le syndrome d'Ondine. Donc, le travail au niveau, il s'agit donc d'une recherche du whole genome sur plusieurs familles caractéristiques. Donc là, on est en train d'analyser les résultats et je pense que courant cette année, on aura probablement des résultats intéressants. Un autre projet qui est celui de l'hypothalamus et respiration. Vous vous rappelez, c'est un projet de recherche expérimentale qui est financé par la Fondation américaine du syndrome d'Ondine.
qu'on fait avec l'équipe de Grenoble. L'idée est de faire la cartographie des régions suscorticales profondes, notamment l'hypothalamus, voir quelles sont les parties qui sont impliquées dans le contrôle respiratoire. Je vous ai montré, mais je ne peux pas le passer sur le diaporama, ce qu'on a déjà commencé l'année dernière. Donc, vous auriez vu un macaque à qui on a implanté des électrodes et permis de voir déjà les stades de sommeil et de vigilance. On a été arrêté un petit peu par le confinement et on a repris début cette année. Donc, on a eu une expérience avec une manip avec l'enregistrement des paramètres respiratoires. Je pense qu'on va faire encore un deuxième animal dans cette année et pour pouvoir voir les résultats sur le plan respiratoire. L'année dernière, j'avais également parlé de l'étude de Frischreich qu'on a fait avec le CMR neurogénétique de Robert Depré dans le cadre de soins courants. L'objectif a été de phénotyper la respiration dans une cohorte de Frischreich. L'analyse et l'écriture est en cours. Dans les publications qu'on a faites l'année dernière, essentiellement des recommandations pour le diagnostic et la prise en charge du syndrome d'Ondine. C'est un travail qui est fait au niveau européen avec, vous voyez sur la diapositive, tous les gens qui ont participé. Il y avait des gens de 12 pays. L'article est libre de droit, donc vous pouvez télécharger sur l'Orphanet. Et peut-être quelques points qui permettent de faire quelques points importants sur lesquels je voudrais insister. Donc, la modification entre les guidelines de 2020 par rapport à celui qui a été fait il y a 10 ans. Il y a 2-3 points importants. Le reste, vous découvrez dans l'article. Donc, en termes de phénotype, autant avant, le syndrome d'Ondine est une hypoventilation, décrit comme une hypoventilation sévère. Actuellement, le profil des enfants et des patients, c'est essentiellement une variation importante sur le plan phénotype respiratoire associée à une dysautonomie globale. Deuxième point important à savoir, initialement, on avait pensé que essentiellement les formes longues étaient à risque de basystolie cardiaque. Actuellement, on est à une surveillance un peu plus systématique dans les autres formes également. Il semble que toutes les formes de syndrome d'Ondine pourraient être à risque de problèmes de troubles du rythme cardiaque. Troisième élément important, initialement, la ventilation est essentiellement faite par trachéotomie. Actuellement, de plus en plus, on va vers une ventilation non invasive avec un passage à la ventilation non invasive à des temps plus précoces encore qu'il y a quelques années. On met de plus en plus des enfants en ventilation non invasive dès la naissance. Il faut que ce soit fait par des équipes experts. Et en termes de gènes, il y a des différences. Vous voyez que initialement, on avait pensé que FOX2B était le gène impliqué, le seul gène impliqué.
il y a de plus en plus d'autres jeunes qui sont impliqués et il est important dans le cadre de la suspicion de ce syndrome de balayer un peu dans le cadre d'un panel les jeunes qui sont impliqués. Puis là, de nouveau, je n'ai rien sur le diaporama. En fait, je vais être rapide. On fait des RCP une fois tous les 3 mois avec Jessica Teta qui est responsable. Donc, le plus souvent, c'est le jeudi à 16 heures. Et puis, j'espère que la suite pourrait être vue. Donc là, c'est pour parler de l'algorithme. On n'a pas encore bien réfléchi sur la présentation de l'algorithme et je pense qu'on va le faire dans les semaines qui viennent. Et en fait, là, je vous montre l'algorithme qui est utilisé dans notre guidelines publié. Donc, probablement qu'on va repartir de cet algorithme pour adapter à ce qui est prévu dans le cadre de l'action 1.7 du ministère. Merci beaucoup, Anne et Pauline. J'aurais voulu là que tu précises un petit peu, on entend qu'il y a une évolution vers la prise en charge par ventilation non invasive actuellement. C'est un petit peu la tendance, c'est ça que tu décris? Oui, effectivement, mais il faut que ce soit fait par des gens qui connaissent très bien. Ce n'est pas la VNI chez le petit qui a des apnées obstructives. Ce sont des enfants qui sont vraiment pour qui la ventilation est vitale. C'est vraiment une question de vie et de mort. Donc, c'est le cas de dire. Donc, il vaut mieux que ce soit fait par des gens qui le sachent bien faire et qui vont pouvoir le suivre. On essaie actuellement de passer en ventilation au masque le plus possible dans la mesure où la sécurité et l'observance sont respectées. J'ai été vraiment étonné. Pardon, Annick, excuse-moi. J'ai été vraiment étonné. Non, vas-y. J'ai vraiment été étonné du fait que le langage pouvait se développer mieux, en fait, si j'ai bien compris, hein, chez des patients qui étaient ventilés, enfin, qui avaient un masque plutôt qu'une trachéotomie, parce que dans ma vision, justement, le fait d'avoir une trachéotomie permettait de libérer l'espace oropharyngé. Est-ce que je dis une bêtise ou… En fait, les enfants qui sont ventilés au masque ne sont ventilés que la nuit. À partir de l'âge de 1 an, 2 ans, ils ne sont ventilés que la nuit. Alors que dans la journée, c'est un des critères pour qu'on adopte cette technique de ventilation et que l'aspiration soit normale dans la journée. Donc, ils sont libres dans la journée. Ils sont pas de masque dans la journée. Le fait que on pense que la ventilation au masque pourra permettre un meilleur développement du langage, c'est que on ne touche pas à l'intégrité des voies aériennes, comme c'est le cas de la trachéotomie. Donc, on préserve quand même les structures anatomiques et on espère que le langage se développe peut-être de façon plus facile dans ce cadre-là. Et donc, finalement, c'est encore Annick, hein, parce que ça paraît assez… moi, j'adhère bien à l'idée qu'il faut plus utiliser la ventilation non invasive. Et donc, chez les tout petits, la trachéo, elle est… Alors, j'ai bien compris aussi qu'il faut des équipes entraînées, etc., etc. Mais la trachéo, elle est réservée aux formes particulièrement sévères chez le tout petit, c'est ça? Habituellement, il faut… Quand le diagnostic est posé, il faut faire un bilan d'évaluation et dans ce bilan d'évaluation, tous les éléments vont être pris en compte pour décider quelle est l'interface de ventilation. Quand il y a certaines formes où on peut faire la ventilation non invasive assez rapidement dans les premiers temps,
mais il y a des critères pour dire que voilà, ça va pas marcher et que l'enfant sera en meilleure sécurité avec une ventilation avec trachéotomie. Moi, j'avais une autre petite question. Donc, les gènes, le nombre de gènes augmente de façon importante dans les étiologies, enfin dans les gènes responsables. Est-ce qu'au niveau du phénotype, on a des modifications ou est-ce que quand tu parles de phénotype d'Ondine, c'est vraiment un phénotype qui est exactement le même que Fox ou mon idée, c'était d'orienter un petit peu sur la génétique, le type de gène ou la famille de gènes qu'on va pouvoir identifier par rapport au phénotype. C'est ce qu'on fait actuellement. Je pense qu'il faut garder à l'esprit que FOXP2B est le gène majeur retrouvé dans le tableau assez classique de l'hypoventilation centrale. Nous, on a eu quelques patients avec des mutations d'autres gènes qui ont été décrits comme responsables de troubles du contrôle central chez les animaux. Le tableau clinique est probablement très différent et la partie respiratoire est beaucoup moins typique que ce qu'on voit dans le syndrome d'Ondine classiquement décrit. Une question pour Pauline Bourgeois. Donc, quels sont les groupes de patients finalement? Vous voulez élargir vos études de neurocognition à différents types de patients ou comment vous voyez les choses? Alors, on aura un groupe contrôle pour notre prochaine étude et on va élargir. Votre groupe contrôle, il est composé de qui? Ce sera des patients dans des écoles. Enfin, pas de patients, du coup, des enfants dans des écoles. En fait, on va travailler. À différents âges? Alors, si je me souviens bien, notre projet, il porte sur 4-12 ans. Donc, oui, l'objectif, c'est d'avoir ces différentes tranches d'âge et d'aller vérifier un petit peu plus spécifiquement dans d'autres domaines cognitifs. Pas se contenter de l'efficience intellectuelle, mais aller voir notamment dans les différents domaines de l'attention. D'accord. Moi qui n'y connais pas grand-chose, c'est quel type de domaine de l'attention vous allez explorer? Alors, on va explorer l'attention simple en modalité auditive ou visuelle, l'attention divisée, la double tâche, l'attention continue, la capacité à maintenir son attention. On va évaluer ça donc à la fois dans des protocoles et puis à la fois en vie quotidienne avec des questionnaires. D'accord. Et puis on va aussi évaluer les fonctions exécutives, donc c'est d'autres processus, des fonctions de haut niveau.